Hello, donc déjà je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un petit peu particulière puisqu'elle est assez personnelle et qui aborde un sujet assez sensible, assez tabou. Je vous cache pas que j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui relève vraiment de la vie privée. Néanmoins, je me suis dit que ça pouvait faire du bien déjà à moi d'extérioriser sur ce qui m'était arrivé, mais aussi ça pouvait apporter un témoignage et du soutien à toutes les femmes qui ont vécu ou qui malheureusement vont vivre ce genre d'événement, puisque ce sera le cas. Et moi, ayant vécu ça, j'ai été très 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 contente de retrouver des femmes qui avaient vécu ça, qui m'ont soutenue, qui m'ont conseillé, et du coup je me suis sentie moins seule, parce que c'est quand même un sujet tabou, donc les femmes n'en parlent pas, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive qu'à vous et pas qu'aux autres. Donc je trouve que le fait d'en parler permet un peu d'apporter la pierre à l'édifice et de montrer que les femmes dans ce genre d'épreuves ne sont pas seules. Rapidement, dans les grandes lignes, la grossesse extra-utérine, c'est quoi? C'est tout simplement quand l'embryon, au lieu de venir s'implanter dans l'utérus, vient s'implanter soit dans une des trompes de Fallope, soit dans un des ovaires, ce qui rend la grossesse non évolutive, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas mener cette grossesse à terme. À l'inverse de la fausse couche, euh, qui elle est bien implantée dans l'utérus et qui s'évacue naturellement, la grossesse extra-utérine, enfin l'œuf continue d'évoluer, mais peut présenter des risques pour la maman, puisque comme je disais, il évolue dans une des trompes ou dans un des ovaires, qui n'est pas, si je peux me permettre de parler comme ça, élastique entre guillemets, qui n'est pas extensible comme l'utérus pourrait l'être pour accueillir un bébé. Et du coup, ça crée une rupture de la trompe de Fallope, du coup une hémorragie interne et le malaise de la maman, voire parfois, mais ça reste très rare parce que c'est quand même relativement bien pris en charge, le décès de la maman. Donc le pronostic vital est engagé, en tout cas à ce stade-là. Moi, dans mon malheur, j'en suis pas arrivée à ce niveau-là, et fort heureusement. Mais en général, les femmes, quand elles font une grossesse extra-utérine, elles s'en rendent compte au moment où la trompe se rompt et donc sont en hémorragie interne et doivent être prises en charge rapidement pour être opérées en urgence. Donc en général, ça se passe relativement bien, mais ça reste quand même une urgence médicale et c'est à surveiller. Donc c'est pas hyper serein comme situation. Donc moi, me concernant, j'ai été prise vraiment en charge au tout début de ma grossesse extra-utérine, ce qui fait que j'ai pas eu recours à l'opération chirurgicale. Ouf, parce que je déteste ça. Et j'ai pu conserver du coup mes deux trompes et mes ovaires. Certaines femmes, malheureusement, doivent se faire enlever une des trompes puisqu'elle est trop endommagée. Moi, comment je l'ai su, en fait, c'est tout simplement mon taux d'hormones de grossesse qui a mis la puce à l'oreille au médecin. Alors, je savais que j'étais enceinte, je suis tombée enceinte début mars, donc on était contents, un peu surpris, parce que c'était assez soudain entre l'arrêt de la contraception et le moment où bébé a pointé le bout de son nez. Donc on était contents, un peu paniqués, mais on a commencé à se projeter au fil des jours. Donc on commençait à se dire on va être parents dans 9 mois, on commençait à regarder ce que tout parent pourrait regarder à ce stade-là. Donc on était relativement contents. Et puis moi j'avais fait les démarches auprès du médecin, prise de sang classique, je sais pas moi, ordonnance pour les échographies. Donc j'avais déjà même pris rendez-vous pour une petite échographie dite de datation pour, voir, comment dire, pour jauger le terme de la grossesse entre autres, pour calculer, voilà, je cherchais le nom, calculer l'âge réel de la grossesse. Donc vraiment, je commençais à me projeter, on était bien. Et donc en fait, l'hormone de grossesse, c'est ce que sécrète le corps quand une femme est enceinte. Et elle est censée, normalement, en moyenne, pour une grossesse normale, évoluer tous les 2 jours. Ouais, c'est en moyenne tous les 2-3 jours. C'est censé doubler. Et moi, j'avais fait une prise de sang, la première dite par mon médecin. Voilà, donc ça m'a confirmé, j'étais bien enceinte et j'ai pas cherché autre chose. Mais j'avais quand même un mauvais pressentiment depuis que j'ai su que j'étais enceinte. Je sais pas, il y avait quelque chose que je ne sentais pas. Et donc j'ai regardé un peu autour de moi, je me suis mise sur les applications de maman pour avoir, de futures mamans, pour avoir des conseils. Et c'est là que j'ai commencé à me douter de quelque chose. Là, je voyais que sur une des applications, notamment, plusieurs mamans avaient fait plusieurs prises de sang pour doser l'hormone de grossesse à 48 heures d'intervalle, tout simplement pour voir si la grossesse était bien évolutive. Moi, mon médecin ne m'avait pas du tout parlé de ça.
Et donc du coup de moi-même, je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment. Je suis allée faire une deuxième prise de sang à une semaine d'écart avec la première. Et là, au moment du résultat, un peu un coup de massue sur la tête, puisque mon taux d'hormones de grossesse avait diminué. Et donc en général, quand le taux d'hormones de grossesse diminue, ça veut dire 80% du temps que la fausse couche sera imminente. Donc je m'attendais à faire une fausse couche. Ça a déjà été très difficile à accepter parce que un jour je me projette en étant maman et puis le lendemain j'apprends que je suis en train de perdre le bébé. Donc ça a été très difficile à vivre psychologiquement. Il y a toujours une part de culpabilité, donc de se dire j'aurais peut-être dû faire autrement pour réussir. Bien sûr c'est pas le cas, hein, la fausse couche c'est la nature qui est bien faite mais on peut pas s'en empêcher, c'est comme ça. Et ça a été un gros coup de massue. Et puis du coup, suite à cette prise de sang que j'avais décidé de faire de mon propre chef, de mon plein gré, j'ai repris rendez-vous chez le médecin, je lui ai expliqué, donc effectivement elle m'a dit la fausse couche va être imminente. Elle m'a rassurée, enfin elle a été bienveillante dans le sens où elle me disait que en général, je crois que c'est 20% des grossesses se terminent en fausse couche, donc c'est quand même un gros chiffre. Donc elle m'a dit voilà, quasiment toutes les femmes au cours de leur vie connaîtront une grossesse qui se termineront en fausse couche. Donc elle a essayé de me rassurer, mais c'est sûr que c'est quand même douloureux. Donc elle m'a prescrit des ordonnances pour refaire une prise de sang pour doser l'hormone de grossesse jusqu'à négativité du taux. Donc je devais faire une prise de sang en fait toutes les 48 heures jusqu'à ce que mon taux soit négatif, c'est-à-dire que je ne sois plus considérée comme enceinte. Ok, donc chose faite, je retourne faire une prise de sang 48 heures plus tard. J'attends les résultats en pensant que le taux allait encore diminuer, comme il doit le faire normalement pendant une fausse couche. Et là, autre coup de massue, le taux avait réaugmenté. Là, du coup, je me suis sentie décontenancée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment interpréter les résultats. Et j'ai fait la chose à ne pas faire quand on est en panique. Je suis allée regarder des témoignages sur des forums internet en pensant me rassurer et au final ça fait tout le contraire puisqu'à chaque fois que je regardais ce qui se passait sur internet, il y avait un mot qui ressortait, enfin un mot 3 du coup, grossesse extra-utérine, et là dans ma tête j'ai dit non, c'est pas possible, tout n'est pas ça. Déjà ça arrive à 2% des grossesses, donc c'est vraiment la faute à pas de chance, et je connais des personnes qui en ont fait. Et j'ai eu un écho d'une jeune fille qui était enceinte, qui vit dans le quartier de mes parents vivent, et qui en est décédée. Donc ça a tout de suite fait le lien. Et j'ai dit non mais c'est pas possible, pas ça. Enfin, déjà la fausse couche c'était haut, mais alors la grossesse extra-utérine c'est le pompon. Donc je commençais à paniquer. J'appelle mon médecin, pas disponible. Je lui laisse un message en lui demandant de me rappeler quand elle aura mon message pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce que je dois faire, parce que j'étais totalement perdue. Et en plus, c'était le vendredi week-end de Pâques, alors c'était un peu compliqué pour avoir un médecin au téléphone. Et du coup, je prends l'initiative d'appeler les urgences gynécologiques. J'étais tellement stressée de pas savoir, d'être dans le doute, dans l'incertitude. Par contre, j'avais pas envie clairement de me déplacer pour rien aux urgences. D'une part parce qu'en ce moment, c'est compliqué, hein, je me doute qu'ils ont pas mal de taf. Et même pour moi, pour un confort personnel, attendre des heures aux urgences pour qu'on me dise bah non, vous avez rien, vous allez faire une fausse couche, vous allez évacuer chez vous, ouais, ça m'emballait pas plus que ça. Du coup, j'ai appelé avant, et là, je pense que c'était un infirmier que j'ai eu au téléphone. Cette phrase restera gravée, je pense, dans ma mémoire pendant un moment. Je lui explique ma situation, je lui explique que mon taux d'hormones de grossesse fait le yo-yo, en fait, il diminue, il augmente. Et là, il me sort cette phrase, il me dit mais mademoiselle, un taux qui stagne, entre guillemets, qui fait le yo-yo, c'est pas bon signe. Déjà, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas votre bébé dans 9 mois. Merci, je le savais. Et en plus de ça, en général, c'est très probable que ce soit une grossesse extra-utérine, donc il faut que vous veniez maintenant, là, que vous repartiez au moins avec une échographie, qu'on vous regarde si vous n'avez pas d'hémorragie. Mademoiselle, si c'est pas pris en charge, vous pouvez mourir. Ok. Et là, moi, très angoissée que je suis, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit à Quentin, je fais bon, go les urgences. Donc je suis allée aux urgences, j'ai attendu. Je suis tombée sur des gens très bienveillants, très professionnels par contre, et ça c'était hyper rassurant. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur d'y aller, peur de me faire recaler, et en fait pas du tout. Que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les internes, ils ont tous été au top. Donc ils m'ont fait échographie, prise de sang. Donc mon taux avait encore légèrement réaugmenté, mais il n'y avait rien d'alarmant
À l'échographie, pas de saignement, pas de signe hémorragique, pas de masse, parce que à ce stade-là, en fait, mon taux était tellement bas qu'on peut pas voir quelque chose à l'échographie, c'est beaucoup trop petit. Donc ils vont pas chercher un embryon, ils vont aller chercher... ce qui va leur mettre la puce à l'oreille, en fait, c'est de voir s'il y a une masse au niveau des trompes, au niveau des ovaires. Là, il n'y avait rien. Donc j'ai été quand même rassurée à ce niveau-là. Par contre, l'interne m'a dit, bah, vous revenez dans 48 heures, on refait la même chose et on voit l'évolution. On ne peut rien faire d'autre. Ok, et je peux vous dire que franchement 48 heures dans cette situation c'est long, c'est très long. Et c'est là en fait où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, d'être dans l'incertitude, de pas savoir, c'était hyper anxiogène. Même bon, de toute façon j'avais pas le choix. Donc j'ai attendu 48 heures, j'y suis retournée, nouvelle prise de sang, nouvelle échographie RAS. Donc déjà c'était quand même hyper rassurant. Et la prise de sang, mon taux avait diminué. Donc je comprenais plus. Et là l'interne me rassure, elle me dit bon bah je pense que voilà, vous êtes en train de faire une fausse couche, revenez dans 48 heures. Ok, donc rebelote, attente anxiogène pendant 48 heures. Et je commençais à me poser des questions. Je savais plus, grossesse extra-utérine, fausse couche. C'est difficile de distinguer les deux quand on est en tout début de grossesse. Et donc du coup, 48 heures plus tard, je me pointe aux urgences pour la 3e fois. Nouvelle procédure, je refais une prise de sang pour doser l'hormone de grossesse. Et je refais une échographie. Donc à l'échographie, toujours rien. A priori, une petite masse. Enfin, l'interne aurait vu une petite masse au niveau de l'ovaire gauche, mais pour elle, c'était pas lié à la grossesse. Donc elle savait pas trop ce que c'était. Probablement un kyste, mais elle m'a dit pas important. Pas d'épanchement, pas de saignement. Et mon taux avait encore bien diminué. Donc je me suis dit cool, fausse couche. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Je dis cool, fausse couche, mais c'est une épreuve très difficile. Mais dans le sens où voilà, j'aurais pas à subir la grossesse extra-utérine. Au moins la fausse couche, je peux la faire, c'est horrible de dire ça, mais chez moi. Et essayer de repartir sur ma base plus rapidement. Et là, l'interne me dit non, mais je vous laisse pas partir comme ça. Pourquoi? Elle me dit bah non, mais un taux qui diminue aussi lentement, en général, c'est pas une fausse couche, c'est bien une grossesse extra-utérine. Et là, du coup, elle me dit bah, du coup, dans le doute, comme on n'a rien vu à l'échographie, potentiellement une masse sur l'ovaire gauche, on peut pas prendre le risque de vous laisser repartir une 4e fois et de vous faire revenir constamment toutes les 48 heures sans savoir ce qui se passe. Donc dans le doute, on va vous injecter un produit qui va détruire les cellules vivantes, dont l'embryon. Et c'est ce qu'on injecte en fait dans les cas de suspicion ou de grossesse extra-utérine. Donc là, on va vous injecter le produit. Ok, j'étais un peu tombée des nues. Donc là, je vais avec l'infirmière. Donc elle prépare l'injection. Donc il faut savoir qu'il y a une prise de sang à faire avant l'injection pour être éligible, parce qu'il faut avoir un bon foie, des bons reins, et une bonne fonction rénale et hépatique. Donc tant mieux, c'était mon cas. Et là, l'infirmière me dit bah, je préfère vous le dire tout de suite, n'allez pas voir sur internet ce que c'est que ce produit. Je vais vous dire moi ce que c'est. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu flippé. J'ai flippé parce que je savais pas ce qu'on allait m'injecter dans mon corps, je savais pas comment mon corps allait réagir. Enfin, je suis venue aux urgences pour surveiller potentiellement une fausse couche qui est en train de se préparer, et là on me dit que c'est une grossesse extra-utérine et qu'on doit m'injecter un produit. Donc, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Et là, l'infirmière me dit, en fait, ce produit, ça s'appelle le méthotrexate, et c'est un produit qu'on injecte normalement aux personnes qui ont un cancer pour détruire les cellules cancéreuses. Elle me dit, donc vous allez voir, ça va être costaud. Dans ma tête, je me dis, ouais, vous allez vraiment m'injecter quelque chose. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais comment mon corps va réagir? Mais je sais même pas ce que ça va me faire. Donc, elle m'a dit, vous pouvez avoir des effets secondaires plus, faut pas s'inquiéter. Si vous n'êtes pas bien, c'est normal. Bon, c'est vachement rassurant, mais bon, au moins, je suis prévenue. Et elle me dit, il faudra revenir 7 jours plus tard pour vérifier le taux d'hormone de grossesse. S'il a diminué de 15%, ça veut dire que l'injection a marché et on refait un contrôle toutes les semaines jusqu'à négativité du taux. Ok, jusque-là tout va bien. Et je lui demande et si ça fonctionne pas, parce que jusque-là j'ai pas eu de chance, donc je vois pas pourquoi j'en aurais plus avec l'injection. Et là elle me dit bon bah si la première injection fonctionne pas, la démarche c'est que vous en aurez une deuxième. Ok, donc elle m'injecte le produit, donc c'est en intramusculaire au-dessus de la fesse. Ça fait pas mal. C'est un picotement, mais c'est pas douloureux. Et toute cette semaine-là, lors de la première injection, j'ai eu 0 effet secondaire. Mais quand je vous dis 0, c'est que je me suis sentie hyper bien, hyper à l'aise.
Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon corps ne réagit pas au produit. Mais après tout, j'avais discuté avec des femmes qui ont vécu la même chose et qui parfois n'avaient aucun effet secondaire et néanmoins l'injection avait fonctionné. Donc je m'inquiétais mais sans plus. Et donc une semaine plus tard, j'arrive aux urgences avec pareil une mauvaise intuition. Je me dis je sais pas pourquoi, je sens que ça n'a pas marché, mais bon, voilà, de toute façon j'ai pas le choix, je dois passer par là. Donc elle me refait une prise de sang, nouvelle échographie. À l'échographie, donc une masse effectivement présente sous le verre gauche. Donc il sait pas trop ce que c'est. C'était douloureux au toucher effectivement. Il n'a pas voulu trop forcer pour pas faire éclater, je pense, la masse, et tant mieux. Mais voilà, il savait pas trop, donc potentiellement quelque chose sous le verre gauche. Et prise de sang, mon taux avait augmenté au lieu de diminuer, donc ça voulait dire que l'injection n'avait pas fonctionné. Donc là, je vous avoue que je me suis retenue de pleurer devant l'interne, parce que j'en avais marre. Parce que là, j'en ai pas encore parlé, mais l'attente anxiogène entre tous les rendez-vous de prise de sang, la douleur psychologique d'avoir perdu potentiellement son bébé, ouais, l'attente c'est anxiogène parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Ça se trouve à tout moment la trompe peut rompre, on sait pas si l'injection marche, donc c'était vraiment très 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 stressant. Et du coup, bah, je repars pour une deuxième injection. Donc même principe, le taux à 7 jours après devait avoir diminué d'au moins 15%, sinon c'était passage au bloc. Et là je vous avoue que j'ai commencé à baliser, parce qu'en gros si l'injection marchait pas, c'était stéthoscopie, opération, pour voir ce qui se passait de visu. Et j'ai une peur bleue en fait des opérations médicales, donc je priais vraiment, j'ai prié très fort pour que l'injection fonctionne. Et là je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup, par rapport à la première en tout cas, d'effets secondaires. Effectivement, j'ai eu énormément d'effets secondaires. Déjà, j'étais à plat, la nausée, je pouvais plus me lever. Enfin, je crois que je suis restée, je sais pas combien de jours, alitée dans le canapé. J'étais vraiment pas bien. Je crois que je me suis rarement sentie aussi mal. Et j'ai commencé à avoir des saignements. Donc là, je me suis dit, bah ça y est, ça a fonctionné. Mais en fait, j'étais tellement stressée à l'idée de devoir passer au bloc opératoire, parce que la première n'avait pas fonctionné. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, de toute façon, depuis le début de cette grossesse, je suis malchanceuse, donc je le sens pas jusqu'au bout. Et j'ai commencé à développer des crises d'angoisse, parce que j'avais peur tout simplement de savoir que bah, mon taux continuait d'augmenter. J'avais peur que ma trompe se rompe, que je fasse une hémorragie. Enfin, je suis rentrée dans des crises de panique. C'était hyper anxiogène, c'était très fatigant, surtout la deuxième injection. Je l'ai très mal vécu. En fait, ça m'a créé des poussées de stress que j'avais jamais connu jusque-là, pourtant je suis quand même de nature stressée, mais ça a été vraiment un calvaire psychologique. Je le souhaite à personne, hein. En tout cas, des personnes savent mieux gérer le stress que moi. Là, pour le coup, je n'ai pas su le gérer, parce que comme c'était une première grossesse, je ne savais pas à quoi m'attendre. Tout était nouveau pour moi, et forcément, on imagine toujours une issue plus heureuse que celle-ci. Et ouais, je l'ai vraiment très mal vécu. Et au bout d'une semaine, je suis retournée une semaine après la deuxième injection. Je suis retournée aux urgences pour voir ce qu'il en était. Et du coup, nouvelle prise de sang et là, et nouvelle échographie aussi. Donc échographie, la masse avait disparu et à la prise de sang, mon taux avait bien chuté de presque 60%. Donc l'injection avait fonctionné. Et là, je me suis dit, ouf, franchement, j'ai poussé un ouf de soulagement. Et donc là, elle me dit, bah là, il faut juste revenir une semaine plus tard, pas d'échographie, on fait une prise de sang, vous repartez, on vous appellera pour les résultats. Donc je commençais à voir le bout du tunnel, mais tant que j'étais pas négative, pour moi c'était pas gagné, donc je restais quand même un petit peu angoissée, mais voilà, ça restait moindre. Et j'ai pu prendre du recul à ce moment-là sur tout ce qui s'était passé, réaliser vraiment, parce que j'étais tellement focalisée sur l'état de mes trompes et ne pas avoir de rupture, où j'étais vraiment focus sur la grossesse extra-utérine, que c'est peut-être horrible à dire, mais j'en ai oublié en fait la perte de l'embryon. Et la prise de conscience, elle en est venue après. Après la chute de la deuxième injection qui avait fonctionné, là j'ai réalisé qu'en fait je ne serais pas maman. Et ça a été un autre coup dur psychologiquement parce que j'étais fatiguée déjà. Et tout s'était effondré en fait. Et cette semaine-ci, donc que j'ai commencé à cogiter et à me demander pourquoi, parce qu'on se pose toujours la question du pourquoi ça m'arrive à moi. Et l'explication, c'est que malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Ça arrive à 2% des grossesses. Il y a un risque de récidive.
à partir du moment où on fait une grossesse extra-utérine, il y a toujours un risque léger de récidive. Ça n'empêche qu'on peut tomber enceinte et que la grossesse se passe bien par la suite, mais du coup, ça m'a énormément bloquée pour la suite. Ça m'a même traumatisée, je dirais. Et pour le moment, j'appréhende pas les choses de la même façon. Je pense que la prochaine grossesse que je ferai, je serai très très stressée. Il faudra que ce soit modéré, mais je pense qu'il y aura toujours cette appréhension que ça arrive de nouveau. Alors oui, j'ai eu la chance de ne pas connaître une rupture des trompes, donc j'ai pas souffert, enfin physiquement en tout cas à ce niveau-là. J'ai souffert physiquement suite à la deuxième injection, et j'ai surtout souffert là-dedans. Et comme le stress provoque plein de choses sur le corps, le cerveau fait des choses incroyables. Je me suis moi-même provoqué des douleurs, et ça a été vraiment une épreuve très difficile et très longue en fait surtout. Parce que ouais, c'était quand même très très long. Il a dû s'écouler un mois. Donc un mois à faire les allers-retours aux urgences, toutes les 48 heures pour les échographies. Puis les échographies, on va pas se mentir, c'est clairement pas le moment le plus excusez-moi du terme, mais le plus jouissif. Enfin, je veux dire, on pourrait s'en passer si on pouvait. Enfin, moi, je me serais passée. Les prises de sang, c'est fatigant. J'avais les bras bleus. Et puis l'attente, et réaliser que, ben non, c'est terminé. Alors, les médecins, c'est sûr qu'ils ont raison. Les médecins et certaines personnes de mon entourage me disent, mais de toute façon, Camille, c'était qu'un embryon à ton stade de grossesse, j'étais à peu près à un mois, c'était rien. Alors, oui, c'est sûr que sur le plan scientifique, c'était un tas de cellules, un amas de cellules, mais pour moi, c'était potentiellement mon futur bébé. Et ça a été très, très, très difficile à vivre ça. Et c'est là où j'ai commencé à échanger avec des mamans et des femmes qui ont vécu la même chose, ou qui sont en train de vivre la même chose. Et du coup, moi, je leur apporte mon soutien parce que j'ai été contente que des femmes me soutiennent dans cette épreuve. Donc, je fais pareil. Et moi, j'ai envie d'apporter ce témoignage, de dire aux femmes que c'est pas tabou. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc, que ce soit fausse couche ou grossesse extra-utérine, je pense qu'il faut vraiment, vraiment en parler. Alors, quand je dis en parler, c'est soit à ses proches. Et d'ailleurs, c'est là où je regrette pas d'avoir annoncé ma grossesse tôt, en tout cas à ma famille proche, à mes parents et mes sœurs notamment. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je leur ai annoncé. Parce que quand j'ai su que j'avais perdu bébé et que j'étais en train de vivre potentiellement une grossesse extra-utérine, j'étais contente de trouver leur soutien. Je me suis pas sentie seule, je me suis pas sentie démunie face à ça, et ça m'a fait du bien d'en parler. Et la possibilité de voir un psychologue aussi, ça aide. Je trouve ça, je trouve ça dur en fait de s'infliger, de garder ça pour soi alors qu'on ne devrait pas. On devrait pas garder ça pour soi parce que c'est tabou. Enfin, ça a beau être tabou, enfin, ça reste un sujet tabou, et je comprends pas pourquoi, parce que les femmes n'ont pas à subir la minimisation de l'épreuve. Et, euh, et ça reste une perte. Alors certes, on vous dira c'était qu'un embryon, c'était pas encore bébé. Oui, oui, scientifiquement oui. Sur le plan affectif, non. Et il faut pas rester dans ce silence-là. Je pense qu'il faut vraiment que ces sujets-là, fausse couche, grossesse extra-utérine, euh, arrêtent de devenir des sujets tabous. Faut pas avoir honte de ça. Ça arrive énormément, et il faut se rendre compte on n'est pas tout seul. En tout cas, moi, je me suis pas sentie seule, et il y a énormément de moyens pour pouvoir en discuter autour de soi. Donc, vraiment, faites-le. Du coup, j'ai quand même oublié le principal. Donc, depuis le 27 avril, effectivement, les urgences m'ont appelée. J'étais négative, donc je ne suis plus considérée comme enceinte. Donc, ça a été un ouf de soulagement. Et après coup, ça a été un petit coup de blues parce que on s'était projeté. Et du coup, la vie reprend son cours normalement. Et c'est vrai que pour une première grossesse, c'est traumatisant. Après, voilà, je me plains pas dans le sens où j'ai pas eu recours à la chirurgie. J'ai toujours mes deux trompes, mes deux ovaires. Quand bien même c'est possible de tomber enceinte avec une seule trompe ou avec un seul ovaire, c'est toujours rassurant de se dire que mon corps est entier en fait. Mais psychologiquement, il y a une cassure et ça m'a traumatisée. Donc je le cache pas, hein, ça m'a engendré des crises de panique, des crises de stress, et je suis suivie, et j'ai aucune honte à dire que malheureusement j'ai perdu un bébé, parce que j'ai pas à avoir honte, j'ai surtout pas à culpabiliser. Et ça, avec le recul, on se le dit plus facilement. Sur le coup, on se dit pas non, non, mais c'est pas ma faute. Non, ça c'est vraiment avec le recul. Hein. Il y a un mois, j'étais pas comme ça et je voyais pas les choses de cette façon. Mais là, avec le recul,
bah non, on n'a pas à culpabiliser malheureusement, bah c'est la vie qui est faite ainsi. Et on peut rien y faire si ce n'est juste de prendre soin de soi, je vais y arriver, trop compliqué ces phrases, soin de soi et de faire bien attention à la moindre douleur, aux moindres symptômes. Faut pas hésiter à aller contacter les urgences gynécologiques. En tout cas, ceux de Nantes, moi, ils ont été au top. Donc voilà, c'était ma petite expérience. Alors ouais, ça prend du temps de vous parler de tout ça, c'est assez personnel et c'est assez détaillé, mais c'est mon témoignage, c'est ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai ressenti. Voilà, moi j'estime que ça peut servir à d'autres femmes, ce genre de témoignage, notamment pour savoir ce qu'il en est, pour, pour essayer de savoir ce qui les attend. Je leur souhaite pas, mais pour essayer de potentiellement comprendre et surtout de les aider à en parler et à se dire, j'aurais beau le répéter, qu'elles ne sont pas seules, qu'on n'est pas seul dans cette épreuve, même si on a l'impression à l'instant T, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc j'espère la prochaine fois vous parler d'un sujet un petit peu plus joyeux. En tout cas, moi ça m'a fait du bien d'extérioriser ça et j'espère que ça aidera d'autres personnes. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures qui j'espère seront plus positives.